Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du cycle de conférences Patrimeta, qui va être consacré aujourd'hui à un sujet qui s'est imposé au fil des mois. On a intitulé le sujet des perspectives à mi-année 2026, quand la géopolitique dicte le tempo, macro et marché en perspective. Alors, c'est pas étonnant, depuis le début de l'année, les marchés évoluent au rythme des chocs géopolitiques successifs qui redessinent les flux, les anticipations et les équilibres économiques. Comprendre comment ces tensions influencent les zones, les secteurs et les styles de gestion est devenu indispensable pour éclairer les décisions d'investissement. Alors, ceci étant dit, pour animer cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Olivier Housset, dirigeant fondateur du Centre du patrimoine, qui mènera ces échanges. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Pascal. Et pour décrypter ces enjeux, deux stratégistes de renom nous accompagnent aujourd'hui. Alors Christopher Dembick, Senior Investment Advisor chez Pictet. Bonjour Christopher. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et Pierre Puy-Basset, porte-parole de la gestion chez LFDE-IM. C'est le nouveau nom, donc je ne sais pas si on a le droit encore de l'utiliser. Pierre, pas encore. À partir du 1er pardon, janvier je suis en l'année avance. prochaine. Enfin, bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour Pascal, bonjour Jean-Olivier, et bonjour Christopher. Je laisse maintenant la parole à Jean-Olivier pour ouvrir cette session. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce point d'étape à mi-année. Donc en janvier dernier, nous avions dressé un panorama des grandes dynamiques macroéconomiques et des perspectives de marché pour 2026. 6 mois plus tard, un facteur s'est imposé comme le véritable chef d'orchestre de cette année. Je pense que ce sera assez unanime, c'est la géopolitique. Longtemps considérée comme un simple facteur de risque, elle est devenue aujourd'hui le cadre dans lequel s'inscrivent les décisions économiques et financières. Elle influence les flux de capitaux, les chaînes de valeur, les politiques industrielles, les décisions des banques centrales et bien sûr les marchés. Alors nous sommes entrés dans un monde où il ne suffit plus d'analyser les résultats des entreprises ou les statistiques économiques. Pour comprendre les marchés, il faut désormais comprendre les rapports de force entre les États. Alors notre objectif aujourd'hui, il est simple, prendre du recul sur ce premier semestre, comprendre comment ces bouleversements ont redessiné les marchés et en tirer les enseignements qui guideront les allocations du second semestre. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux stratégistes que vous connaissez bien, donc Christopher Dembick et Pierre Puy-Basset. Bonjour à tous les deux. Et on va avoir donc le plaisir de décrypter ce nouveau paysage, depuis les grands chocs géopolitiques jusqu'à leurs conséquences très concrètes sur la construction des portefeuilles. L'objectif est simple, transformer la complexité de l'actualité en décision d'investissement éclairée, donner du sens, de la cohérence et de la lisibilité à ce premier semestre 2026. Alors, depuis le début de l'année, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, depuis janvier, on a plusieurs événements géopolitiques qui ont profondément influencé les marchés. On peut citer donc les revers de Donald Trump dans sa politique douanière, les différents revirements politiques quasi quotidiens. Le roi des punchlines, un président, je pense, avait rarement été aussi imprévisible. L'enlisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine fait partie du sujet également, ainsi que les fractures au sein de l'Union européenne. Les tensions au Moyen-Orient, avec la crise autour du détroit d'Ormuz et ses conséquences sur les chaînes logistiques, l'approvisionnement énergétique et les équilibres régionaux, même si depuis quelques jours, la situation devrait se normaliser ou se normalise. L'accélération des enjeux de souveraineté, notamment en Europe, et enfin les premières interrogations sur le développement de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de sa gouvernance ou des investissements colossaux qu'elle nécessite. A priori, les derniers éléments sur l'introduction d'OpenAI seraient un report en 2027, par exemple. Voilà, les points d'équilibre et de développement sont importants. Si vous ne deviez retenir qu'un seul de ces éléments, celui qui, selon vous, a véritablement structuré les marchés au cours du premier semestre, lequel serait-il? Et surtout, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Alors, qui commence, Christopher ou Pierre? Qui? Christopher. Si vous voulez. Allez, Christopher. Alors, je pense que de manière immanquable, c'est bien sûr la guerre en Iran, en gardant en tête malgré tout que ça a eu un impact très court terme sur les marchés, en tout cas actions, hein. Bien sûr, ça a eu un impact de plus long terme sur d'autres marchés, typiquement les matières premières et le pétrole. Mais c'est vrai qu'on a eu un scénario qui était un peu inattendu, c'est-à-dire que les gardiens de la révolution ont de facto bloqué le détroit d'Ormuz, ce qui était une menace qui avait été brandie pendant à peu près 30 ans, mais jamais mise à exécution, donc le marché n'y croyait pas. Et donc, il y a eu cet ajustement. Le point en revanche qui est peut-être important, c'est pourquoi aussi les marchés actions ont finalement
finalement assez rapidement passer à un autre sujet. Alors, il y a bien sûr toutes les thématiques de liquidité qui sont présentes, mais aussi, n'oublions pas peut-être un des avantages de la mondialisation, c'est qu'on a énormément de routes alternatives et que très, très rapidement, au niveau en tout cas du pétrole, vous avez eu beaucoup de routes alternatives qui sont mises en place permettant de contourner le détroit. Et même si aujourd'hui le détroit est plus ou moins opérationnel, ça dépend fondamentalement des jours, la plupart des pays exportateurs de pétrole évitent quand même cette zone. Donc, ça explique aussi pourquoi les marchés actions ont certes réagi à l'annonce, normal, mais ensuite, rapidement, ils sont passés à autre chose. Ok. Pierre? Je pense que oui, je suis d'accord avec Christopher, c'est quand même le fait majeur. En tout cas, ça a beaucoup agité les marchés, ça a créé beaucoup de volatilité, ça a créé beaucoup de questions et ça continue à animer les marchés parce que bon, on est quand même dans cette phase effectivement de cesser le feu avec une négociation, mais on voit que c'était quand même une phase qui est moins linéaire que ce qu'on pouvait penser ou que les optimistes pouvaient penser, avec parfois des aléas qui viennent. Mais enfin bon, je dirais, on voit bien que les matières premières ont quand même pas mal rebaissé dans l'ensemble. Et d'ailleurs, pas simplement le pétrole, hein, toutes les matières premières, y compris d'ailleurs les métaux précieux, ça a été quand même un peu une surprise. Voilà, mais après, bon, il s'est passé pas mal d'autres choses, hein. C'est vrai que je pense qu'on peut, puisque Christopher a parlé de détroit d'Ormuz et de conflits irano-américains, on peut aussi parler quand même de tout ce qui s'est passé autour de la tech, hein, qui a même beaucoup animé les marchés avec beaucoup d'interrogations. Et je pense qu'on peut aussi signaler quand même l'IPO de SpaceX, hein, je pense qu'il a été un moment important pour les marchés sur la fin de la période. Ok. Alors, à mi-année, les trajectoires des grandes zones économiques donc, divergent fortement. Comment la géopolitique recompose-t-elle aujourd'hui les dynamiques de croissance? Les États-Unis utilisent-ils leur puissance industrielle et technologique comme levier stratégique? Est-ce que l'Europe subit-elle davantage qu'elle ne s'adapte? C'est des grandes questions. La Chine parvient-elle à transformer ses alliances géopolitiques en moteur économique et quels émergents vont tirer parti de cette recomposition des blocs? Vous voyez que la question est très large, mais on fait toutes les zones et on balaye toutes les zones. Vous voulez qu'on Ouais, prenne le même enchaînement pour celui qui répond ou... oui, voilà, comme ça, moi, Ok. c'est Ok, bien, parfait. Christopher, merci. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est malgré tout qu'on n'a pas une recomposition au niveau des zones de croissance. C'est-à-dire que fondamentalement, avant Détroit d'Ormuz, après Détroit d'Ormuz, je pense qu'il y avait quand même un consensus assez large sur le fait qu'en termes de croissance économique, les États-Unis seraient dans tous les cas nettement supérieurs à la zone euro, que la Chine, même si elle est en phase de ralentissement, on peut débattre du chiffre, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5, en tout cas la cible de Pékin, c'est entre 4 et 5% de croissance, donc ça vous donne un ordre de grandeur. Tout ça, ça ne change pas fondamentalement. Je pense que la situation géopolitique, ça a été plutôt un élément, un marqueur qui a permis d'ancrer finalement ces différenciations, à savoir que les États-Unis sont indépendants exportateurs nets de pétrole, et bien évidemment, ça a été un gain, un avantage très net durant la crise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas subi l'inflation pétrolière. La zone euro a aussi subi bien évidemment l'inflation pétrolière. Pour moi, finalement, la géopolitique, c'est juste un accélérateur où ça cristallise potentiellement une situation de fait qu'on observe. Pour être très direct, en début d'année, on était positif sur les États-Unis, notamment en termes de croissance. Ça n'a pas du tout changé avec la guerre en Iran, y compris en plein pendant la guerre, lorsque tout le monde paniquait et vous aviez des scénarios un peu catastrophistes, récession, etc. Donc, il faut regarder les tendances de long terme et les tout derniers indicateurs, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on commence à avoir des chiffres pour voir à peu près comment on sort de cette situation géopolitique. Les États-Unis sont en très bonne santé économique, on n'a pas de ralentissement fort du consommateur américain, malgré l'inflation. Alors certes, il y a des sujets d'inégalité, mais ça n'enraye pas la machine économique. En zone euro, en revanche, on voit que c'est plutôt très compliqué. Le seul levier qui soutient un peu, c'est l'investissement des entreprises, et encore, ça reste très fragile. Donc on n'a pas de changement de paradigme qui soit complet. Et du point de vue d'un investisseur, finalement, la géopolitique, lorsque ça crée une surprise, comme ça a été le cas avec la guerre en Iran, ça peut créer des opportunités, ça crée des rotations au niveau des différents secteurs d'activité, on l'a vu hein, typiquement, mais ça ne change pas le paradigme macroéconomique, puisque aujourd'hui, vous avez deux États qui s'en sortent très bien économiquement, Chine et États-Unis, et vous avez l'Europe qui est toujours un peu le ventre mou. Et malheureusement, j'ai la conviction que si on a de nouveau ce type d'échange, l'an prochain ou dans 2 ans, il n'y ait pas un renversement de situation.
Donc en fait, Christopher, c'est dire qu'aujourd'hui, finalement, le conflit au Moyen-Orient a finalement renforcé les positions et Complètement. confirmé les positions, mais il n'y a pas réellement de changement de paradigme dans les forces qui existaient préalablement. Pierre, C'est ça. est-ce que tu peux amener Si quelque je chose peux me permettre de rebondir, Oui, peut-être si bien sûr. on parle quand même un peu du long terme et on parle des conséquences de cette crise, je pense qu'il y a peut-être un gagnant, c'est peut-être l'Amérique du Sud, parce que finalement, je pense que beaucoup d'États se rendent compte que peut-être une trop grosse dépendance à cette zone de production ou à cette zone de fournisseurs constitue un danger, parce qu'encore une fois, on est dans une situation, même si on essaie de la stabiliser, qui va rester instable, en tout cas qui constitue un risque, je pense, important. Tout le monde a finalement, je pense, constaté, même si c'était une évidence, que le détroit d'Ormuz est une zone de faiblesse, hein, même si il y a un certain nombre de millions de barils de pétrole qui ont réussi à trouver d'autres sorties à travers des pipes, etc., etc. Il y a quand même à peu près 10 millions de barils encore qui doivent passer par le détroit d'Ormuz. Alors, certes, les années venant, je pense qu'il y aura des voies alternatives qui seront développées, mais je pense que pourquoi l'Amérique du Sud nous semble pouvoir être un gagnant, c'est que finalement, c'est aussi une zone de production et ça peut être finalement une zone de production qui va se développer probablement plus rapidement que ce que l'on avait scénarisé, puisque je pense que les différents acteurs de ce marché-là vont essayer de développer cette production de façon plus rapide. Alors bien sûr, il y a le Venezuela, mais il n'y a pas que le Venezuela, hein. Il y a d'autres zones de production, il y a pas mal de richesses pétrolières sur cette zone, et je pense qu'elle va bénéficier d'investissements importants. Juste pour rebondir, on est complètement aligné. Je pense que l'un des gagnants, c'est vraiment l'Amérique latine. Ça a été mentionné, il y a le Venezuela, on a l'Argentine, ils ont un Oui, le champ de Brésil pétrole de aussi. schiste, Vaca Muerte. Ils ont annoncé, ils ont profité de l'opportunité, ils investissent 25 milliards de dollars. Donc c'est une zone qui est intéressante et qui en plus, en termes d'actifs financiers, bien résisté. Donc effectivement, l'Amérique latine est probablement un des gagnants, une des zones qui s'en sort les mieux de cette sortie de crise. Ok, donc il y a une convergence entre vous deux sur le grand gagnant qui serait donc l'Amérique du Sud et un renforcement. Mais à moyen long terme, hein, bien sûr. Oui, Je bien pense sûr, que bien sur le sûr, bien court sûr. terme, bon. Bien sûr, bien sûr. Alors depuis 6 mois, les banques centrales semblent réagir autant aux tensions géopolitiques qu'aux données macro. Alors dans quelle mesure les chocs commerciaux, énergétiques ou stratégiques influencent-ils aujourd'hui les trajectoires sur les taux, la gestion de la liquidité et les anticipations d'inflation? Et le marché obligataire envoie-t-il un message différent de celui des banques centrales? Voilà, ça c'est une grande question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut dézoomer par rapport à la zone euro, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'on est sur un retour des hausses de taux. Si on regarde au niveau mondial, vous avez 30% uniquement de banques centrales qui ont augmenté les taux en début d'année, dont certains pays pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à la crise iranienne. Je penserai au Japon et à l'Australie. Vous en avez 20% qui continuent de baisser les taux. La Hongrie l'a encore fait la semaine dernière. Et vous en avez 50% qui sont plutôt dans un mode pilotage automatique, on fait le dos rond et c'est un peu, je pense, ma vision pour la Réserve fédérale américaine. Donc déjà, effectivement, en zone euro, on a cette vision, on a eu déjà une hausse de taux, vraisemblablement, sauf surprise, on en aura une autre en septembre. La réalité, c'est qu'en termes de taux directeur au niveau mondial, on reste sur des taux qui sont plutôt comparativement bas. On n'est pas du tout sur une répétition de 2022, ça c'est clair. Le marché obligataire se tend, mais on voit aussi sur la longue maturité que ça peut être lié à des sujets purement budgétaires. On pourra le constater, j'imagine, assez rapidement en France, vu les discussions budgétaires qui ont commencé. Donc pour moi, je pense qu'il faut garder quand même, quand on regarde les grands agrégats aujourd'hui, globalement, on est plutôt sur des politiques monétaires au niveau mondial qui sont neutres. On a encore énormément de liquidités, c'est vraiment un élément de soutien des marchés actions, ça c'est très très clair. Peu importe les mesures qu'on a de la liquidité, si on regarde par exemple la masse monétaire mondiale M2 qui est assez consensuelle, c'est toujours très nettement en expansion. Aux États-Unis, la liquidité, elle augmente à peu près de 10% sur un an, donc c'est massif. Donc on n'est pas sur un resserrement monétaire si important que cela, et c'est une bonne nouvelle parce que ça n'a pas vocation à se mettre en place, puisque je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur le fait que l'inflation soit temporaire, et c'est également une bonne nouvelle parce qu'il faut quand même cette liquidité, à minima, c'est une lame de fond structurelle pour le soutien des actions. Pierre?
Oui, alors moi, ce que veux peut-être signaler, bon, même si je pense qu'il y a quand même un petit changement, hein, malgré tout, mais si tous les éléments que donne Christopher sont tout à fait justes, on voit bien que finalement les banques centrales donnent de moins en moins de visibilité, hein. C'est-à-dire que finalement, elles-mêmes considèrent que l'avenir est très incertain, que finalement les meilleures politiques, c'est des politiques dites data dependent, hein, finalement, à travers l'analyse de toute une série de statistiques qui permettent de choisir la bonne politique monétaire au bon moment. Donc il y a quand même un changement un peu d'ambiance par rapport à des banques centrales qui projetaient beaucoup et qui donnaient de la visibilité. Et c'est vrai que parmi les messages qui ont pu être donnés par Kevin Warsh, hein, qui prend la tête donc de la Federal Reserve lors de sa première intervention, c'est clairement de dire je vais vous donner beaucoup moins d'indications sur ce que nous allons faire dans le futur. Donc il y a quand même quelque chose finalement où on voit bien que les banques centrales considèrent qu'il y a pas mal d'incertitudes. On a vu effectivement les dernières déclarations aussi sur peut-être l'importance de la dette privée, la faiblesse que ça pourrait constituer pour les marchés financiers. Donc on a des banques centrales, la bonne nouvelle, qui resteront très actives, je pense, et qui prendront les mesures ad hoc selon l'environnement. Et la nouvelle un peu moins favorable, c'est que finalement, elles donnent un peu moins de visibilité qu'elles en donnaient auparavant, hein, je pense. Si je peux me permettre de signaler ça, je ne sais pas si Christopher partage cette analyse. On peut se permettre, on peut se Ouais, permettre. complètement. Bien sûr. Et j'ai une question, est-ce qu'on l'a pas trop, abordé, mais les anticipations d'inflation, aujourd'hui très clairement, comment vous voyez les choses dans les prochains mois, prochaines semaines? C'est toujours difficile de se projeter, mais est-ce que la Banque centrale européenne n'a pas finalement anticipé trop vite, trop tôt? Voilà, vous parlez d'une augmentation de taux, en septembre potentielle. Voilà, quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors, il y a deux grilles de lecture, c'est-à-dire le profil économiste vous dira c'est peut-être une erreur, puisque comme on l'a vu, vraisemblablement le pic d'inflation devrait être atteint cet été en zone euro comme dans la plupart des pays développés. Donc ça, et surtout c'est un choc externe. Donc on le sait très bien, les hausses de taux c'est pas le bon outil, et en même temps vous avez un risque récessionniste en zone euro, donc ça fait pas sens. Mais bon, faut reconnaître malgré tout que le mandat de la BCE il est clair, c'est juste de s'occuper de la stabilité des prix. Et aujourd'hui, de facto, il y a un problème en termes de stabilité des prix. Donc, je voudrais dire, ils ont fait le job. Si on veut changer la situation, c'est au pays, donc aux responsables politiques européens, d'ouvrir la boîte de Pandore d'une renégociation du traité de la Banque centrale européenne. Mais là, je pense honnêtement que c'est pas près d'arriver. Donc, on va devoir se contenter d'une banque centrale qui gère l'inflation et qui peut donc de facto prendre des décisions qui sont pas les plus optimales. Alors qu'indéniablement, aujourd'hui, vous avez des indicateurs très clairs hein, sur un ralentissement économique en zone euro. La France probablement fait face à un risque de récession technique. La zone euro, a priori, il y aura un rebond au deuxième trimestre, donc on éviterait, mais dans tous les cas, la thématique, c'est une croissance très faible, très molle en zone euro. Mais encore une fois, le traité est là et la BCE ne peut pas sortir du traité. Pierre, complément? Oui, pardon? Un complément? L'inflation. Moi, j'ai quand même l'impression que bon, même si effectivement la question sur les prix de l'énergie se calme, et je dirais ça donne de l'air en fait hein, beaucoup à cette dérive inflationniste qui est commencé à peut-être se créer avec le renforcement des prix de l'énergie et des matières premières. On décale quand même un peu, hein, on a l'impression que finalement parler d'une inflation entre 2 et 3% maintenant devient probablement assez cohérent. Donc je pense que les banques centrales, à raison, restent attentives, et je pense que, enfin moi je fais partie des gens qui considèrent que l'attitude de la Fédérale Réserve et le message de Kevin Warsh vient répondre en fait à un souci que pouvait avoir le marché sur le moyen long terme, c'est-à-dire finalement une banque centrale américaine qui aurait mené une politique assez agressive de baisse de taux pour faire plaisir à M. Trump, et qui aurait laissé craindre en fait un glissement inflationniste avec des effets de deuxième tour, etc., etc. Même si aujourd'hui, je dois reconnaître qu'ils ne sont pas visibles, hein. Je regardais les niveaux d'inflation salariale aux États-Unis, ça semble assez bien tenu, hein. Donc on est dans un environnement qui est plutôt pour l'instant, je dirais, pas peut-être
avec une banque centrale qui aurait une politique très agressive de taux aux États-Unis, avec un renforcement d'un scénario inflationniste. Bon, je pense que ça inquiétait le marché. D'une certaine façon, je pense que le message un peu hawkish, hein, donc un peu prudent de la banque centrale sous la direction de M. Warsh, finalement, est plutôt rassurant pour les marchés, même si sur le court terme, peut-être qu'il peut créer quelques mécontents, mais enfin, finalement, il n'a pas monté les taux non plus, hein. Ok, merci Pierre et merci Christophe. Alors, les tensions géopolitiques ont remis au premier plan un ensemble de chaînes de valeur stratégiques, l'IA et les semi-conducteurs d'un côté, l'énergie et les infrastructures critiques de l'autre, la défense et les technologies duales de l'autre côté, l'industrie et la robotisation. Donc, dans un monde où les blocs se reforment, quels sont selon vous les segments qui deviennent réellement stratégiques pour les États et donc potentiellement pour les investisseurs? On parle souvent de souveraineté. Quels secteurs ont le plus bénéficié de cette recomposition au premier semestre et lesquels apparaissent fragilisés pour vous? Je pense qu'il y a un consensus de marché sur le fait que ce soit toute la chaîne de valeur de l'IA, donc qui est extrêmement large, hein. Ça intègre aussi bien aujourd'hui les semi-conducteurs, la connexion des réseaux, l'énergie, les infrastructures, etc. Et donc derrière cela, il y a tout ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire bien sûr les matières premières qui sont essentielles pour l'IA. Ça peut être aussi bien des terres rares que des matières premières qui sont un peu plus répandues comme l'argent. Donc il y a toute cette thématique-là qui est bien sûr toujours présente et je pense qui restera constante vu les investissements qui sont annoncés dans l'IA et le fait que dans tous les cas, ça fait partie des changements qui sont structurels. À l'instant T, ça reste toujours à peu près la même situation, c'est-à-dire que vous avez essentiellement quand même deux États qui ont une stratégie à cet égard, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. La Chine a cet avantage qu'au niveau des matières premières, ils ont soit dans leur sous-sol, soit dans leur stock énormément, donc il y a cet avantage-là, ils n'ont pas vraiment besoin de reconstituer une chaîne de production en tout cas. Les États-Unis, sous Trump, ça a été plus vocal, mais Biden l'avait fait et je pense que c'est important de montrer qu'il y a un consensus à cet égard du côté des républicains et des démocrates, c'est-à-dire qu'ils ont compris les vulnérabilités au niveau des chaînes de production, ils ont compris qu'il faut rapatrier, produire aux États-Unis, quitte à ce que ce soit ultra subventionné, quitte à ce que ce soit aussi polluant. Ils avaient fait le même choix avec le pétrole de schiste pour acquérir l'indépendance énergétique. En revanche, sur l'Europe, c'est un peu plus hésitant. C'est-à-dire, si vous regardez la Commission européenne qui communique assez peu sur ces sujets, mais qui en tout cas travaille, vous avez la prise de conscience de la vulnérabilité, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on avance assez peu sur l'accès aux terres rares, par exemple, qui peuvent être essentielles pour notre production, la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. C'est pas un sujet en France, mais c'est un sujet pour les autres pays européens. Donc, il y a toujours cette thématique-là qui va rester très cruciale. Pour un investisseur, je ne pense pas que ce soit un sujet qui soit aujourd'hui prioritaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un arbitrage essentiel. Par exemple, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous avez TSMC qui est bien sûr à Taïwan, vous avez de manière sempiternelle ces craintes que la Chine envahisse Taïwan. Bien évidemment, personne ne sait rien à ce sujet. Est-ce qu'il faut être à l'écart de TSMC? Bon, il y a des incitations aussi pour que TSMC produise aux États-Unis, etc. Je pense que c'est des thématiques sur lesquelles on peut pas intervenir. C'est-à-dire que vous n'avez pas un plan hors sec, un moyen de protéger votre portefeuille contre ça, à mon avis, aujourd'hui. Et on le sait très bien, de toute façon, le risque géopolitique, par nature, si vous l'avez repéré en avance, c'est-à-dire qu'il n'aura quasiment pas d'impact sur le marché. C'est la surprise. C'est peut-être des traders mousse bloqués, par exemple. Donc, moi, c'est pas un vrai problème en termes d'allocation d'actifs, j'oserais dire. En revanche, là où on va se positionner, c'est de se dire, on voit qu'il y a un problème en termes d'approvisionnement, par exemple, sur l'énergie aujourd'hui. Pour l'IA, ça peut être intéressant de regarder les entreprises qui sont sur cette thématique, lesquelles sont rentables, lesquelles arrivent à s'approvisionner. Ça peut être le solaire, par exemple. Donc, j'irais plutôt sur cet angle-là que d'essayer de voir les vulnérabilités, notamment au niveau des chaînes de production. Elles sont bien connues, mais jouer ça en termes d'allocation d'actifs, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Et Pierre? Bon, je pense que le sujet a été bien traité. Alors bon, la souveraineté, c'est plein de choses. Bien sûr, c'est la volonté d'avoir une certaine autonomie de production sur sa zone géographique. Je pense qu'effectivement, comme le dit très justement Christopher, les États-Unis semblent avoir pris une petite avance. Moi, j'avoue que je reste toujours complètement étonné que l'Europe, qui abrite en fait ASML, qui est le producteur des machines qui sont utilisées par tous les grands producteurs de chips, ne soit pas capable d'avoir
décliner à travers cette production, cette capacité de production de machines, sa propre chaîne de production de chips. Mais ce n'est pas ce dont je veux parler. Moi, je veux signaler quelque chose. Je pense que derrière la souveraineté, si on reste sur l'Europe, il y a quand même une question qui commence à apparaître, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'Europe, le système européen, les gens qui dirigent l'Europe, commencent à comprendre que le morcellement des groupes européens du fait de règles anti-concurrence qui ont été appliquées de façon très systématique commence à devenir finalement, je dirais, une situation qui affaiblit la souveraineté européenne. J'entends par là que finalement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, c'est-à-dire que, et c'est un peu ce que disait monsieur Draghi quand il avait rendu son rapport, c'est-à-dire que finalement l'Europe se tire un peu dans le pied en considérant des zones de concurrence qui sont trop petites et il faut les élargir à l'échelle européenne de façon à créer des gros groupes. Alors ça, c'est intéressant quand on investit boursièrement parce que ça veut dire qu'on pourrait assister, alors c'est un peu... aujourd'hui, évidemment, je dirais, je suis peut-être un peu en avance sur ce qui va se passer, mais on devrait assister dans les années à venir à une accélération de la concentration sur un certain nombre de secteurs. On peut passer au secteur bancaire, énergie, cross-border, enfin du moins sur ces acquisitions internationales, mais il y a quand même la nécessité d'avoir des groupes qui sont compétitifs à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que finalement, en interdisant les groupes européens de concentrer des parts de marché pan-européennes, en fait, on se condamne à avoir des groupes qui ne correspondent pas à la taille de l'économie européenne. Donc, je pense que la souveraineté, c'est pas simplement des secteurs, c'est aussi, ça va se décliner dans des tendances et dans cette tendance-là. Ok, alors on va rentrer. Je ne sais pas si Christopher partage cet avis, mais. Complètement, ouais. Christopher, c'est on une va tendance rebondir. à surveiller. Ok, alors dans un environnement où les blocs se durcissent et où les chaînes de valeur donc se fragmentent, comment les styles de gestion réagissent-ils? Alors, rotation value growth, est-ce qu'aujourd'hui il y a une rotation et ce qui était annoncé, est-ce que ça a eu lieu? Les small et les mid, est-ce qu'ils profitent réellement de la relocalisation? Entre autres, sur la souveraineté, on en a parlé. Et dans un monde moins coopératif, les valeurs domestiques reprennent-elles l'avantage sur les multinationales ou l'effet taille reste-t-il toujours très déterminant, finalement? Il y a beaucoup de questions, Jean-Olivier. Peut-être Pierre voulait commencer? Il y a beaucoup de questions. Non, mais on va commencer. Alors, commençons par les styles de gestion. Non, mais les styles de gestion, bon, c'est vrai qu'on sort d'une période qui a été, on l'a vu, très favorable plutôt au style value au détriment du style croissance-qualité. On assiste depuis maintenant plusieurs semestres à une sous-performance de la qualité. On se rend compte que finalement, une partie de la prime en termes de valorisation que le marché payait pour être sur ces entreprises avec une forte visibilité, généralement des taux d'endettement qui sont relativement faibles, un accès aux conditions de financement maximales, etc., c'est pas mal réduite. La question, c'est est-ce que finalement ce mouvement va durer? Alors après, il y a la difficulté, je pense que Christopher peut-être le dira, mais il y a la difficulté parce que finalement ce territoire du value et de la croissance, il évolue en permanence. Certains secteurs qui sont value deviennent des secteurs croissance, le value devient momentum. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le momentum, qui est quand même le facteur peut-être le plus explicatif des performances de marché, a un peu changé de camp, hein. C'est-à-dire on va le retrouver plus sur des compartiments, sur des secteurs du compartiment value, entre autres le secteur bancaire, alors que bon, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Nous, on a plutôt tendance, je dirais, à penser qu'il y a quand même une opportunité de moyen terme, en tout cas avec un horizon qui est notre horizon d'investisseur boursier, sur tout ce qui est qualité, hein. Alors la qualité, elle a souffert effectivement du mouvement de remontée des taux qui s'est traduit par un mouvement de remontée de taux réel. Voilà, bon, ça a expliqué en grande partie ce qui s'est passé. Je dirais que la grande partie de ce mouvement-là est probablement derrière nous. Donc je serais tenté, en tout cas, et c'est le message que l'on fait, hein, à nos investisseurs, tout au moins. Je parle du marché européen, hein, parce qu'après, c'est plus compliqué si on parle du marché américain. Après, il y a des rotations, il y a la rotation cyclique défensive aussi, qui est une rotation qui est quand même assez importante. On voit que les valeurs cycliques ont très bien performé récemment. Depuis quelques jours,
en fait, elles sous-performent un peu. Enfin, ça va assez vite, en fait, ces rotations. Et puis, il y a effectivement le territoire des small mid-cap. Alors là aussi, je vais parler de small mid-cap européenne, même si on se rend compte que finalement, aux États-Unis, tout ce qui est Russell 2000 semble surperformer maintenant les indices plus larges. Donc, il y a une tendance qui est en train de naître, qui est probablement liée à plusieurs phénomènes, entre autres la bonne dynamique économique que citait Christopher, finalement le la bonne tenue de la consommation américaine, un certain broadening. Enfin, on voit que l'activité économique américaine, même si elle a beaucoup bénéficié des investissements sur sur le secteur de l'intelligence artificielle et tout ses sous-segments, en fait, elle commence un peu à s'élargir, etc., etc. Et là aussi, sur les petites et moyennes valeurs, pour se concentrer sur l'Europe, ça fait plusieurs années qu'on est dans un environnement où finalement, d'un secteur qui traditionnellement se valorisait avec une prime par rapport aux grandes valeurs, est devenu un secteur qui maintenant se traite avec une décote. Donc si on s'inspire un peu de lois de valorisation longues et si on croit toujours finalement les marchés fonctionnent toujours par des phénomènes d'écartement à la moyenne et de retour à la moyenne, les deux belles opportunités en fait aujourd'hui, ces grandes valeurs de qualité, croissance qualité, et ces petites et moyennes valeurs européennes. Après, ça c'est sur le long terme. Sur un horizon plus court, bon, ben, on voit bien qu'il y a des momentum très spécifiques. Nous, on aime bien, entre autres, le secteur bancaire. On pense que c'est un secteur qui va continuer à rester attractif, hein, même si bon, il a bien rebondi ces dernières semaines, mais il avait un début d'année un peu en demi-teinte. Et puis, si on regarde de façon un peu plus large, on trouve que le Japon aussi reste, malgré une très bonne performance, un marché intéressant. Enfin, ça a longtemps été une allocation très tactique. Enfin, on pense que maintenant, c'est une allocation absolument essentielle à avoir au sein d'un portefeuille de long terme et une allocation pour le long terme. Voilà. Et puis après, ça, on va resegmenter sur les marchés émergents, les États-Unis. Alors, les États-Unis, le marché est quand même, alors des valorisations, enfin, qui ont un peu baissé, enfin, etc. Bon, on voit quand même que sur les marchés internationaux, pour l'essentiel, les valorisations sont quand même un peu tendues. Donc, partout, en fait, hein, le maître mot, on peut mettre ce qu'on veut, mais ça reste quand même une réalité, c'est la sélectivité. Hein. Je pense qu'on le voit bien sur l'intelligence artificielle qui a été un compartiment très dynamique. Il y avait finalement un peu une montée qui bénéficiait à tous les acteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur la monétisation, à générer en cash flow, enfin de montants d'investissement qui sont très élevés, des cash flows futurs, tout ça, ça segmente beaucoup. Et je pense qu'effectivement, là aussi, on retrouve finalement cette notion de sélectivité. Alors Christopher, est-ce qu'il y a convergence de vues ou est-ce qu'il y a des points de différenciation avec Pierre? Bon, je ne vais pas être particulièrement redondant, donc on a quand même une convergence de vues, et notamment sur les tendances moyen long terme. Je pense que la sélectivité fait toujours sens. On est dans un environnement de marché où on a une opportunité qui est assez incroyable, c'est-à-dire que sur les actions, finalement, quasiment toutes les zones géographiques offrent des opportunités qui sont très intéressantes. Bien sûr, les zones assez sensées, assez évidentes. Il y a eu aussi les mouvements vers l'Asie émergente qui ont été très nets. Vous avez l'Amérique latine, Pierre l'avait rappelé précédemment, et je pense que c'est aussi une zone qui est très intéressante en termes d'actions, aussi bien d'ailleurs obligataires qu'actions. Vous avez des très belles sociétés dans les valeurs bancaires et financières en Amérique latine et aussi dans tout ce qui est énergétique au sens large, avec des niveaux de valorisation qui ne sont pas particulièrement problématiques. Il n'y a pas un risque trop important au niveau de la devise. Finalement, je voudrais dire, aujourd'hui, pour un investisseur, c'est peut-être la beauté des choses, c'est qu'il y a un an de ça, finalement, il y avait juste la thématique de la renaissance européenne. On avait un peu l'impression que c'était uniquement les valeurs européennes sur lesquelles il fallait être présent. Il y a 2 ans de ça, c'était l'exceptionnalisme américain. Là, cette année, ce qu'on peut dire, c'est que quasiment toutes les zones géographiques, vous avez des opportunités. Pour moi, peut-être la seule zone aujourd'hui qu'il faut vraiment éviter, c'est l'Inde, qui a été une grosse déception. Et notamment, je pense que quand vous avez une devise qui s'effondre, c'est jamais un bon signal pour investir sur les marchés actions, et surtout lorsque la Banque centrale essaye d'intervenir sans succès. Mais sinon, honnêtement, vous avez énormément d'opportunités partout. Donc, ça permet aussi d'avoir des portefeuilles qui peuvent être soit géographiques, soit en fonction de thématiques, soit en fonction de la taille des entreprises. Donc, il y a une myriade de possibilités qui sont présentes. Donc, c'est un environnement assez idéal quand même pour avoir un rendement intéressant en fin d'année. Oui, Pierre. Si je peux me permettre de rebondir, bien sûr. Je pense que le phénomène auquel on a assisté en 2025, c'est finalement une certaine prudence hein, vis-à-vis du tout US.
qui s'est un peu enrayée, alors qu'on voyait que c'était à peu près le même phénomène début 2026, finalement qui s'est arrêté avec cette crise sur le détroit d'Ormuz, va continuer. Hein. Je pense que c'est un peu, et je pense que ça peut, même si l'Europe connaît des difficultés, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut. L'Europe est très diversifiante aujourd'hui pour un investisseur international. On voit bien que les primes de risque européennes restent relativement correctes et sont aujourd'hui très éloignées des niveaux de primes de risque qu'on a sur les marchés et qu'on avait sur les marchés en 2000, hein, qui est un peu la dernière référence hein, enfin même si après il y a eu la grande crise financière bien sûr, mais je dirais que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Hein. On se rend compte que finalement les primes de risque sont beaucoup réduites et finalement on revient aux États-Unis sur des niveaux de primes de risque qui sont plus ou moins ceux qu'on avait en 2000. Donc je ne dis pas que s'il va y avoir, en tout cas il y a ce risque-là qui existe et se diversifie pour essayer d'alléger ou de réduire en fait la pondération de ce risque-là. Ok, la question était dense, mais les réponses l'ont été aussi. Merci pour votre exhaustivité. Alors, le retour des obligations était un thème fort en 2025, début 2026. À mi-année, comment la géopolitique rebat-elle les cartes? Donc, prime de risque souverain, spread corporate, dette émergente, duration. Alors, quel segment obligataire? Là aussi, c'est dense comme question. Quel segment obligataire offre encore un couple rendement-risque attractif dans un monde instable? Alors, si je me lance, je vais être très rapide. Donc, si Pierre veut étoffer, nous, c'est très, très rapide. Donc, vous allez voir, ça va être moins de 2 minutes. C'est vraiment la dette émergente, la dette très clairement émergente, maturité maximum 4-5 ans. Les mêmes arguments qu'on a pu présenter depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est-à-dire une forte résistance, y compris au risque géopolitique, le fait que vous avez une domestication de la dette, c'est-à-dire beaucoup plus d'investisseurs locaux, donc ça crée une soupape de sécurité sur les maturités moyennes. Qui est assez intéressant, moins de volatilité hein, typiquement sur ces maturités-là que la dette des pays développés. Donc pour nous, ça reste un argument intéressant. Des banques centrales qui gèrent très bien l'inflation, toujours plutôt un biais d'ailleurs un peu accommodant, pas toutes, mais à cet égard. Donc pour nous, c'est vraiment, si on doit faire un pari, on continue de pari sur la dette émergente en monnaie locale. C'est vraiment ce qui a bien fonctionné. On pense que ça va continuer de bien fonctionner. Ok, Pierre? Bon, juste peut-être rapidement, donc le carry effectivement reste correct, mais on le sait, enfin du moins quand on regarde la dette corporate, les spreads sont quand même assez réduits, du moins aux États-Unis et en Europe, donc tout ça nous entraîne à redonner le message de la sélectivité. En tout cas, c'est plus un actif qu'on peut acheter comme ça de façon sans s'intéresser finalement aux risques spécifiques. Voilà, sur la dette émergente, on n'a chez nous pas beaucoup d'avis. Quand je parle à notre CIO, il me dit, moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est la dette japonaise, en fait, aujourd'hui, parce que finalement, on a un rendement qui est pas mal remonté, et on l'achète avec un yen qui est très sous-évalué, en fait, et je dirais, il y a cette idée on devrait assister dans les années à venir. Alors, c'est sur des temps de détention hein, qui sont relativement longs, mais pour attendre, vous avez un carry et vous avez une position, alors je dirais c'est un yen non couvert sur la revalorisation du yen, je trouve que ce n'est pas inintéressant en fait comme point de vue. Et sur la prime de risque des souverains, on n'en a pas trop parlé? La prime de risque, c'est-à-dire, alors moi j'avoue que quand même, le niveau de la France, hein, je suis ça de très près, je vois qu'on est, ça y est, à nouveau, on a repris la position de queue derrière l'Italie hein, récemment, les spreads se sont quand même pas mal élargis, on arrive qui, je pense, interpelle beaucoup, pas simplement les Français, mais aussi les marchés internationaux. Je pense enfin, je sais pas, ça ne semble pas forcément être aujourd'hui, je suis désolé de le dire, le meilleur risque. Christopher, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ah non, je peux qu'abonder. Sans surprise, enfin, je pense que c'est difficile d'être différenciant sur ce qu'a dit Pierre. Je pense qu'il y a un consensus quand même assez large à cet égard. Bon, donc si je résume... Mais c'est terrible, je suis le premier à regretter ce que je viens de dire. donc si je résume, c'est dette émergente et dette japonaise. On est d'accord dans vos propos?
Du moins pour ceux qui veulent aller chercher. Bien Encore une sûr. fois, il y a quand même un carry qui n'est pas inintéressant. Je pense qu'il y a des stratégies dites absolute return qui me paraissent pertinentes aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a plein de solutions en fait. Mais si on parle de territoire précis, ça me semble être de bonnes idées en tout cas. Alors, si vous deviez résumer le second semestre 2026 à travers une grille de lecture entre géopolitique, force, faiblesse, menace, opportunité, quels éléments placeriez-vous dans chaque case? Alors, c'est un exercice un peu atypique et l'idée, c'est surtout de donner une conviction d'allocation, comment on peut en tirer des conclusions pour les portefeuilles. Voilà, c'est ça l'idée. Christopher? Alors, j'avoue que j'ai pas compris la question exactement. Une Alors, sorte de je refais. SWOT des marchés sur le deuxième semestre. Non, Voilà, c'est si on ça? doit. Voilà, c'est comment aujourd'hui on peut se positionner pour avoir une grille de lecture entre la géopolitique et le reste, pour qu'on essaye de comprendre en fait quels sont aujourd'hui les points d'accroche et comment derrière on peut en tirer des conclusions pour les allocations. Alors, je pense que sur la géopolitique, il ne faut pas trop se focaliser, c'est-à-dire c'est toujours très compliqué. Je vous donne un exemple. On a la géopolitique, on se dit qu'automatiquement, avec ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz, ça devrait être favorable pour les valeurs de la défense. Ça n'a pas été nécessairement. Donc, pour un investisseur, et j'imagine plutôt long terme, c'est peut-être pas ce qui est le plus opportun. En revanche, vous devez regarder ce qui se passe au niveau de l'IA, être très sélectif pour reprendre dans la terminologie de Pierre sur l'IA, parce que vous avez un peu de tout. Donc, la chaîne de valeur est très large, et y compris même au sein de certaines thématiques. Nous, on aime beaucoup la thématique énergétique, mais on va regarder finalement quels sont qui s'en sortent vraiment. Typiquement, l'éolien s'en sort moins bien que le solaire, par exemple, y compris en bourse. Donc, cette sélectivité va être importante. Je ne suis pas un ayatollah des niveaux de valorisation, parce que je ne pense pas que c'est toujours l'alpha et l'oméga lorsqu'on investit, mais malgré tout, quand même, il y a des niveaux de valorisation sur certains marchés, notamment l'Asie émergente, qui a bien fonctionné depuis le début de l'année, les semi-conducteurs, qui mettent un peu mal à l'aise. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi conscience de ces niveaux de valorisation qui peuvent être des éléments différenciants. Donc, finalement, c'est un peu, on revient aux bases, parce que la valorisation reste quand même dans la base en termes d'allocation d'actifs. Et aussi, moi, je m'attarderai quand même beaucoup sur la capacité aujourd'hui, parce que l'IA reste une grande thématique, la capacité des acteurs de l'IA à financer les investissements dont ils ont besoin. Et beaucoup commencent à s'endetter, ce qui n'est pas un problème de mon point de vue. En revanche, je regarderai beaucoup la réaction du marché obligataire à ces émissions de dette. En général, je pense que le marché obligataire, pas surtout, mais en règle générale, est peut-être un peu plus à une meilleure capacité à capter les enjeux que le marché des actions. Donc, je vais regarder ça d'assez près. Mais c'est vrai, je vous avoue que la géopolitique va pas être l'alpha et l'oméga. Intellectuellement, c'est intéressant, mais ça ne change pas nécessairement nos positions, en tout cas quand on a une gestion qui est sur plusieurs années, bien sûr. Ok, Pierre? Ouais, on peut effectivement espérer que l'approche des mi-termes calme un peu les, les, je dirais les décisions peut-être qui viennent modifier le scénario géopolitique de la part des États-Unis, hein, qui a quand même pas mal animé le sujet depuis 2 ans. Donc bon, je pense qu'on va avoir une période un peu plus sereine probablement, même s'il n'y a pas que les États-Unis qui peuvent surprendre en termes géopolitiques ou créer des troubles qui peuvent inquiéter le marché, bien entendu. Nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, donc continuer à investir sur, d'une part, des thématiques. Je pense que, encore une fois, on est sur un marché qui a quand même bien progressé, on est sur des niveaux records, et cetera, et cetera. Donc, je pense une stratégie un peu, je dirais, barbell me paraît pas mal, c'est-à-dire d'un côté, prendre des risques sur des compartiments ou des thématiques qui sont très dynamiques, je ne vais pas vous surprendre, l'intelligence artificielle et aussi la thématique du spatial qui nous paraît très intéressante, qui a pas mal consolidé d'ailleurs depuis l'IPO de SpaceX et qui, de notre point de vue, constitue une opportunité pas inintéressante en tout cas, parce que finalement on voit que c'est un secteur qui reste très très dynamique avec beaucoup d'investissements qui sont faits, qui bénéficie entre autres de la thématique de la défense. Je suis d'accord que la défense depuis quelques mois déçoit un peu, mais enfin elle avait extrêmement bien performé et d'une certaine façon anticipé. Donc je pense elle n'est pas remise en question. Je pense que les budgets vont continuer à évoluer. On voit bien que les États ont tous des... Enfin bon, on ne va pas reprendre ce que tout le monde sait. Et puis de l'autre côté,
une stratégie beaucoup plus prudente, entre autres une stratégie un peu absolute return sur le secteur des taux, hein, qu'on a développé ces derniers temps. Je pense que c'est un peu l'attitude. Après, pour ceux qui ont une vision de plus long terme, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes, hein, je l'ai dit, la qualité européenne, entre autres, peut-être les grosses valeurs de qualité européenne, et puis tout ce qui est small mid-cap, qui nous paraît des territoires qui ont été très délaissés et sur lesquels il y a de jolies opportunités et des entreprises qui continuent, malgré les difficultés, je dirais, inhérentes de la période, à exécuter leurs projets de façon très correcte. Voilà. Bon, enfin bon, après, rien de très nouveau d'une certaine façon, hein. Je dirais notre capacité de toute façon à prédire l'avenir est limitée. Je pense que la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est notre capacité à essayer de réagir le mieux possible quand l'environnement évolue de façon défavorable ou favorable. C'est ce que j'allais poser comme question pour finir, c'est voilà, sur quel type de fonds on devait s'investir, flexible, thématique, obligataire, diversifié, alternatif. Vous avez répondu. Je vais laisser Christopher va répondre alors, parce que j'ai pas mal développé le sujet. Peut-être piqueté thématique. Peut-être. Non, thématique, bon, vous le savez, c'est notre cœur de métier chez Pictet, donc sans surprise, avec probablement, parce qu'un biais, probablement, je vous le disais, il y a une petite ligne de fond que j'ai évoquée, c'est-à-dire quand même peut-être sur l'énergie, on voit que c'est un étage qui a bien performé cette année, notamment en transition énergétique, hein, pour être très clair, qui a bien performé cette année et qui va encore avoir des besoins très importants dans les années à venir, et qui est adossé à l'IA, donc ça peut être aussi un biais à surveiller. Ok. Pierre, est-ce qu'on rajoute quelque chose ou c'est bon? J'ai déjà suffisamment parlé, j'ai l'impression. Non, c'est à toi de nous dire si tu veux. Non, mais je pense qu'encore une fois, tes questions sont très complètes, elles sont assez compliquées. Je pense que le risque, on le voit bien, hein, mais je pense que je crois qu'il y a une crainte de stagflation en Europe qui semble un peu s'éloigner, ce qui est une très bonne nouvelle. Il y a une crainte d'emballement de l'inflation aux États-Unis qui semble s'éloigner, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle aussi. Donc, on est dans un environnement peut-être qui est finalement avec un peu plus de visibilité que celui que l'on pouvait avoir. Donc, probablement, et comme le dit Christopher, avec beaucoup de liquidité. Donc, je dirais la situation technique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ceci dit, on voit quand même des petites choses. Alors, je trouve ça assez intéressant. On voit quand même que, effectivement, la progression des résultats aux États-Unis ne s'accompagne pas vraiment par une progression du free cash flow des entreprises. C'est-à-dire, on voit quand même que la tendance en termes de cash flow, génération de cash flow des entreprises américaines est plutôt en train je dirais, elle ne suit pas en tout cas la courbe des EPS. Donc, on peut se dire qu'on est sur un niveau de qualité de résultats qui est moindre. On voit quand même que, entre autres, sur les hyperscalers, ces très grosses sociétés, il y a toute une partie maintenant de la capacité bénéficiaire qui est générée par des effets de mark-to-market sur des positions, sur des OpenAI, des Anthropic, enfin des positions qu'ils détiennent en fait sur un certain nombre d'entreprises dont les valorisations ont énormément progressé. Donc, on voit des petites choses. Je pense que tout ça incite effectivement à de la sélectivité. Ok, Christopher, c'est bon? Je pense que ça a été bien résumé et je suis complètement aligné aussi bien sur le constat que sur la manière de le jouer. Super. Alors, merci à tous les deux. Merci Christopher, merci Pierre. Vos analyses montrent à quel point notre environnement d'investissement évolue et surtout les forces en présence. Donc, on est au terme de ce webinaire. On va faire une petite conclusion avant de passer la parole à Pascal. S'il y a un message que je retiens donc, dans cette table ronde, c'est que 2026 est avant tout une année de rapport de force qui renforce les positions. Plus qu'une modification, ça a confirmé les forces en présence. 3 enseignements dont me paraissent essentiels. Le premier, c'est que la géopolitique n'est plus un risque exogène. Ça influence bien sûr les flux de capitaux, les chaînes de valeur, les politiques industrielles, les primes de risque, les décisions des banques centrales. Maintenant, ce n'est pas non plus la géopolitique qui fait à 100% l'allocation. Le deuxième, c'est que les marchés ont démontré donc une remarquable capacité de résilience, une résilience très sélective. Les États-Unis donc continuent de capitaliser sur leur puissance technologique. L'Europe progresse sur les enjeux de souveraineté malgré un contexte contraint et quelques verrous sont peut-être en train de sauter. La Chine redessine ses alliances, tandis que plusieurs pays émergents tirent parti de la recomposition des échanges mondiaux.
Alors enfin, le troisième enseignement est que la location d'actifs doit toujours être pensée comme une véritable architecture, un socle obligatoire principalement sur la dette émergente et japonaise. Des thématiques de long terme comme l'intelligence artificielle, l'énergie, la défense ou la santé, toujours chercher des dossiers de qualité, des fonds flexibles pour s'adapter à un environnement plus incertain ou l'absolute return credit, qui peut être aussi une stratégie et une diversification qui intègre pleinement le risque géopolitique. Alors, au fond, investir en 2026 ne consiste plus seulement à sélectionner les meilleurs actifs, il s'agit avant tout de construire des portefeuilles capables de résister à un monde devenu un peu plus complexe, plus fragmenté, un peu plus imprévisible, surtout avec les hommes d'État qui dirigent les plus grands pays de ce monde. C'est précisément ce qui rend notre métier passionnant, transformer cette complexité en décisions d'investissement cohérentes, lisibles et utiles pour tous ceux qui nous écoutent et les clients de ceux qui nous écoutent. Merci encore à tous les deux pour la qualité de nos échanges. Merci à vous tous et à vous tous donc pour votre participation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle conférence Patrimeta. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je passe la parole à Pascal qui va nous dire où on peut retrouver sur Patrimeta les chroniques de Christopher et de Pierre. À toi, Pascal. Merci Jean-Olivier et bravo à tous les deux, à tous les trois même, pour cette synthèse et puis cette vision positive de nos marchés et de remettre un petit peu l'église au milieu du village, hein, puisque manifestement la géopolitique ne fait pas tout. En tout cas, c'est ce qu'on a compris, en tout cas dans ce message. Ce que je vais très rapidement faire, c'est vous rappeler où on peut retrouver bien évidemment les chroniques de Christopher et de Pierre pour suivre effectivement l'ensemble des messages et de l'actualité macro, mais aussi l'actualité produit que leurs établissements peuvent produire, et ce, en partageant mon écran, si tout se passe bien et si sur la technologie ne m'abandonne pas, la plateforme Patrimeta. Alors j'espère que vous voyez mon écran, vous voyez que la conférence est en cours. Ah, génial! Alors, on va aller directement côté exposant et avec effectivement les présentations sur chaque stand que vous connaissez maintenant très bien de la présentation. Alors, une petite innovation, et vous le voyez notamment sur le stand de Pictet, c'est qu'on fait de la personnalisation maintenant sur nos stands et on a reproduit un exemple de chalet suisse. Ah, Christopher, je vois que vous découvrez. Le fameux chalet suisse, c'est bien. Donc, on a essayé de faire ça. Ouais, alors, merci à l'IA de nous aider pour réaliser ces petites innovations. On a l'impression d'y être, Pascal. Ouais, c'est joli. Hein. On a fait des très sympas, notamment sur l'espace ou sur les plantations tropicales. Donc, c'est assez sympathique. Et puis, comme je le disais, vous allez retrouver en vidéo les différentes chroniques de Christopher, notamment la fameuse masterclass sur BFM, et puis effectivement toute la production en contenu de Pictet, ainsi que toutes les visions. On a parlé bien sûr de l'industrie et de l'énergie propre avec Christopher tout à l'heure. Vous allez retrouver ce point d'une façon évidente, ainsi que les produits privilégiés aujourd'hui dans l'offre de Pictet. À l'identique, sur la financière de l'échiquier, donc je reviens à l'ancien nom puisque je me suis fait un peu disputer parce que j'ai anticipé l'évolution. Pour Pierre, alors on a encore un stand très... C'est moins chalet suisse, nous. Il faut qu'on le fasse, on va trouver ça, on va mettre un échiquier géant, on va faire un échiquier pour LFDE. Et puis, donc vous allez retrouver bien évidemment toute l'actualité de la financière avec effectivement l'ensemble et avec la rubrique du macroscope qui est très suivie par nos conseillers, et puis là aussi les fameux produits de l'échiquier qui vous permettent effectivement de vous garantir des rendements plus que satisfaisants pour vos allocations. Voilà, Jean-Olivier, de façon très très rapide, ce que l'on peut dire sur aujourd'hui pour suivre l'actualité de Pictet et de LFDE, et puis de suivre au quotidien les visions
de Christopher et de Pierre. Et merci Pascal pour cette exhaustivité. Donc, on en arrive à la fin de cette session. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce nouvel épisode. Bravo à tous les trois. Je pense que ça aura été très instructif. Nous sortons nos convictions, enfin, nos conseillers vont produire leurs convictions à la fin de cette semaine. Et donc, je pense qu'ils vont tirer toutes les conséquences de vos visions et des perspectives que vous avez évoquées. Je vous souhaite, maintenant, on en a encore une petite conférence d'ici cette semaine, et puis ensuite on se retrouvera au mois de janvier déjà avec un large programme qu'on a prévu d'établir pour cette fin d'année. Merci à tous les trois. En septembre. Après, ça ne me gêne pas 6 mois de vacances. Mais... Ah, septembre. Mais dans ce pays, de toute façon, c'est rare de trouver des zones de travail. Donc, on a compris que Pascal prenait 6 mois de vacances. Voilà. Oui, j'aimerais bien. Ça interpelle. Pardon pour ce lapsus révélateur. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.